Bonjour à vous et bienvenue sur l'épisode du podcast de la puissance mentale. Aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir une personne qui a encore, pourquoi je dis encore? Parce que peut-être que vous l'avez déjà entendu sur les différents épisodes de la puissance mentale. Eh bien, je partage avec vous des personnes qui ont un parcours inspirant. Et aujourd'hui, je suis avec mon collaborateur, mon ami, une personne en tout cas qui a été formée dans l'Académie de puissance mentale, Sylvain Charras. Salut Sylvain. Salut Geoffrey, très heureux de pouvoir te rejoindre sur ce podcast aujourd'hui. Bah, merci à toi, merci pour ta présence. Je sais que ton temps est précieux, donc on va pouvoir échanger, notamment sur ton parcours qui, pour moi, m'intéresse énormément. Mais avant ça, pour les gens qui ne te connaissent pas, comment tu pourrais te présenter simplement? Comment me présenter simplement? Je dirais que j'ai l'habitude de prendre cette image-là d'un équilibriste sur un fil. Mais en fait, le mec, il n'a pas trois fils. Il n'a pas un fil devant lui, mais il en a trois. Il a une vie personnelle, familiale, marié, deux enfants, une vie d'athlète de haut niveau, puisque je pratique le touch rugby en compétition et je suis arbitre international. Et puis, j'ai une vie professionnelle qui a elle aussi deux fils. Et donc, je suis un équilibriste qui jongle, qui saute d'un fil à l'autre pour finalement activer tous tous les leviers de ces différentes passions et de ces différents potentiels. Excellent. Et alors déjà, avant même de continuer, vous qui nous écoutez aujourd'hui, je vous invite déjà à faire un parallèle tout au long en ce moment-là, mais aussi tout au long de l'épisode, en vous disant, OK, tiens, moi aujourd'hui, par rapport à cet équilibriste, comme dit à juste titre Sylvain, entre votre vie personnelle, votre vie peut-être sociale, sportive, votre vie professionnelle, comment est-ce que vous arrivez à jongler tout ça? Et la question que j'ai envie de te poser, Sylvain, nous, on s'est rencontrés il y a à peu près, il y a quelques temps déjà. Euh, et à ce moment-là, je sentais que tu avais ce potentiel où tu pouvais passer un cap, mais tu te sentais un peu comme bloqué. Euh, Est-ce que tu peux me rappeler comme ça la situation dans laquelle tu étais au niveau notamment du sport, où tu avais envie d'évoluer, tu avais envie de progresser, parce que tu avais quand même, enfin, tu avais et tu as encore une place qui est euh, vraiment essentielle, voilà, tu es athlète de haut niveau et en plus tu es arbitre, tu arbitres des compétitions internationales. Donc, où est-ce que tu en étais à ce moment-là? Alors, au moment où je t'ai rencontré, Geoffrey, en fait, j'étais dans une démarche de performance et d'amélioration et d'optimisation de ma performance. C'est-à-dire que Hmm. j'étais déjà un sportif accompli, hein, puisque ça faisait déjà plusieurs années que je pratiquais et que j'arbitrais au niveau international, hein. Au moment où on s'est rencontrés, je devais déjà avoir une grosse centaine de matchs internationaux à mon Hmm. actif. Et je voulais vraiment mettre toutes les chances de mon côté pour la Coupe du Monde qui allait arriver. Et donc, je sentais que sur le terrain, j'avais besoin vraiment de revenir dans une maîtrise de l'instant et un contrôle finalement de mes émotions. Et vraiment, en tant qu'arbitre, c'est vraiment important d'avoir cette capacité à se refocus sur ce qui va arriver après. Et donc, c'est là-dessus que venir travailler la puissance mentale m'a beaucoup apporté d'être en capacité de gérer ses états émotionnels, de se refocuser, de se reconcentrer et de faire abstraction en fait de ce qui s'est passé pour vraiment, moi je suis vraiment dans cette politique de maîtriser l'instant pour Hmm. prendre le contrôle en fait de ses actions pour vraiment aller dans cette optimisation. Et moi, j'étais vraiment dans cette étape d'optimisation. J'avais pas mal butiné par moi-même, en fait, à gauche, à droite, sur des sites web, sur des petites formations gratuites et ces choses-là. Et donc, sur le plan sportif, j'avais besoin de franchir ce cap. J'ai été aussi accompagné par un coach hein, en préparation mentale. Et de fil en aiguille, j'ai voulu moi-même aller voir l'envers du décor Hmm. pour finalement maîtriser encore plus toutes ces techniques et ces outils pour moi-même, mais aussi pour les diffuser autour de moi, que ça soit dans le monde sportif ou dans le monde professionnel pour des managers. Hmm. Parce que moi, alors
quand je vois le positionnement d'arbitre, et puis vous qui nous écoutez aujourd'hui ou qui nous regardez sur YouTube, je vous invite aussi à, encore une fois, à faire un parallèle et un pont par rapport à ce que vous vivez, mais être arbitre, finalement, on est tous un peu arbitre dans sa vie de tous les jours parce que on est entre deux, parfois entre deux équipes, voilà, entre ses enfants et sa vie professionnelle, entre différents collègues, et ça demande un niveau de concentration, un niveau de présence, un niveau d'écoute, un niveau de prise de décision aussi, parce que en plus, quand toi tu arbitres à un niveau international, il y a des enjeux qui sont assez importants. Donc le risque pour toi, Sylvain, quand tu n'es pas justement, comme tu dis, dans, dans, dans la maîtrise de l'instant, pleinement présent dans le moment, c'est quoi le risque? Qu'est-ce qui peut se passer en fait? Qu'est-ce que tu as déjà vu peut-être d'autres arbitres faire et qui avaient un impact réel sur la compétition ou même sur les joueurs? Ah, oui, je pense que à tout moment, un arbitre a déjà ressenti ça, c'est-à-dire d'avoir une mauvaise décision ou Hmm, une décision difficile à prendre. Et l'impact de ça sur la suite du match. Alors, si elle arrive en toute fin de match, on peut se dire c'est pas trop grave, sauf hmm. si elle change le cours du match. Ah Et oui. ça, c'est très compliqué en fait. Et là, on rentre dans une boucle qui est dans le match d'après, comment ça va se passer. Mais si elle arrive au tout début de match, bah, tu as 80 minutes, 90 minutes ou 40 minutes chez nous à gérer, en fait. Et moi, je dis toujours, hein, la difficulté, c'est pas le problème, c'est pas de faire une erreur, mais c'est de rester bloqué dessus. Parce que Hmm. si tu restes bloqué dessus, tu en engendres d'autres, Ah oui. tu vois. Et allez, je vais vous donner un truc que je donne, moi, à mes arbitres sur la prise de décision. Il y a deux vies dans l'arbitre. Il y a la vie avant que tu comprennes que parfois, pas de décision est pire qu'une mauvaise décision. Hmm. Et donc, ce qui est important, et que ça soit dans la vie de tous les jours ou sur un terrain, c'est de prendre la décision avec les informations qu'on a à ce moment-là, mais c'est ce qui va se passer après cette décision. Et c'est ce que tu vas mettre en œuvre pour que cette décision devienne la bonne décision. Tu vois? Et ça, c'est Hmm. vraiment des choses que, par les enseignements que tu nous apportes, où on vient vraiment travailler sur cette partie-là de soi et de se mettre dans l'action pour avancer vers où on veut. Il y a vraiment cette rupture-là. Et dans la carrière des arbitres, quand ils font cette différenciation entre j'arrive pas à prendre cette décision et du coup, ça va me générer des difficultés après, parce que finalement, si tu ne prends pas cette décision, tu perds la confiance des deux équipes. Hmm. Et arbitrer un match où, où tu as perdu la confiance des deux équipes parce que tu n'as pas été en capacité de prendre cette décision, bah, je peux dire que le match, il est long. Ouais. J'adore ce que tu partages là, Sylvain, parce que c'est extrêmement puissant. J'ai noté cette idée de pas de décision, c'est pire que de prendre une décision. Et c'est vrai que ça peut parler. Alors oui, ça parle en termes d'arbitrage, comme tu le dis, mais ça peut parler aussi à un entrepreneur, ça peut parler à une personne, à un manager, ça peut parler à une personne qui est en reconversion, qui se dit, mais j'attends, je ne sais pas quelle décision prendre, et tu vois, et finalement, de ne pas prendre de décision, bah, c'en est une aussi et qui va être certainement plus dévastatrice que de prendre sa responsabilité et de prendre une décision. Et ensuite, ce que j'aime bien, c'est que le deuxième point, c'est que, OK, une fois que tu as pris la décision, qu'est-ce que tu vas mettre en œuvre pour que ça devienne une bonne décision? Parce que sinon, si on ne prend pas la décision et qu'on ne recalibre pas pour que ça devienne une bonne décision, on risque de perdre la confiance des deux équipes quand toi, tu es arbitre. Mais faites encore une fois un parallèle par rapport à votre vie les fois où vous n'avez pas pris de décision, à quel point ça a engendré quelque chose peut-être de négatif, de désagréable, ça a eu un impact à moyen et à long terme sur votre vie personnelle, votre vie professionnelle, sur vous, sur les gens qui vous entourent. Bref, ça peut avoir vraiment de grosses complications. Donc merci pour ça, Sylvain. Est-ce que tu aurais autre chose comme ça où finalement la préparation mentale, toi, elle t'aide aussi dans ton arbitrage, dans la qualité de ta prise de décision sous pression, peut-être comment tu te prépares, comment tu utilises tout ça.
Alors, là où moi j'ai vraiment franchi un cap avec la préparation mentale, c'est, c'est effectivement sur le terrain avec cette capacité à se refocuser, mais c'est surtout ce qui se passe entre les matchs et dans les jours de compétition, en fait, pour mieux gérer tout ça et mettre en place finalement ces conditions du succès et de la réussite. Parce que une fois que tu es dedans, je dirais c'est facile. Tu as Hmm, des outils pour te concentrer, te refocuser. Tu apprends à te connaître. Et ça aussi, c'est vraiment quelque chose qui est très fort dans la puissance mentale, de faire repartir de soi et de l'intérieur de soi pour sortir du pilote automatique, hein, comme tu le dis souvent. hmm, Mais moi, ce qui m'a vraiment apporté, c'est entre les matchs. Cette capacité à se recalibrer, se reprojeter dans la suite et vraiment aussi par les techniques de méditation, de relaxation, hmm. de faire le vide parce que sur une journée de match, par exemple en Coupe du Monde, hein, on enchaîne 7 jours de compétition où on Ah fait oui, entre 3 et 4 matchs par jour. ah, oui, c'est Il faut énorme. imaginer que c'est un lever à 5h 30 le matin et tu finis le dernier match à 20h. Ah oui. Et donc, cette capacité à te régénérer aussi bien émotionnellement que physiquement, hein, ce qu'on voit dans le parcours hein, que tu nous apportes, Mhm. m'a beaucoup aidé aussi dans cette capacité à enchaîner dans la durée les 7 jours. Et puis, je pense qu'il y a une chose qui est très importante. Et là, je vais plutôt aller sur une généralisation au niveau du sport. C'est être en capacité de se détacher de l'estime de soi par rapport à son résultat et Hmm, d'aller chercher vraiment ces vecteurs de motivation qui sont intrinsèques, qui sortent de moi et qui me permettent, même si le résultat n'est pas euh, intrinsèquement ce qui était attendu, d'avoir trouvé sur le chemin, sur le parcours, cette estime de soi qui est bonne pour toi. hmm. Ah, excellent, excellent. Et j'aime bien quand tu dis mettre en place les conditions du succès et de la réussite, parce que finalement, c'est une gestion globale d'un événement. D'ailleurs, comme ça, juste pour contextualiser, est-ce que vous avez déjà calculé quelle est la distance que vous courez en tant qu'arbitre pendant un match? Et d'ailleurs, le match, il dure combien de temps? Ouais, alors, les matchs, ils font 2 fois 20 minutes Ok. en Coupe du Monde, hein. Sur les gros matchs, on fait entre 4,5 et 5 Hmm, km à mon niveau. Comme toi, on en fait 3 à 4 par jour. Euh, ok. et on répète ça sur 6-7 jours. Euh, c'est physiquement éprouvant, mais aussi, et alors, au-delà du physique, c'est vraiment cette partie mentale. Parce que, Hmm, il faut imaginer que quand on arrive au terrain à 7 heures du matin, qu'on en part à 20 heures, qu'entre-temps, on a fait 3 matchs ou 4 matchs, mais c'est pas tout ça. C'est que en plus, il faut que on soit sur d'autres matchs porteurs d'eau pour améliorer la performance de notre collègue ou tenir la table de marque. Et hmm. donc, les temps où on arrive à se régénérer et qu'on a pour nous, ils sont tellement précieux que avoir pu les outiller, ça m'a vraiment fait la différence. Là, ce que tu es en train de nous partager, Sylvain, c'est de l'or en barre. Ça veut dire quoi? C'est que concrètement, si on prend déjà conscience de sa planification d'un événement, quel qu'il soit, toi, tu parles d'un événement sportif, certains, ça sera un événement comme un lancement d'une activité, d'autres, ça sera autre chose, peu importe. Mais déjà, prendre en considération ça pour permettre justement de gérer la longue durée et pas être comme une étoile filante en disant c'est bon, j'ai été performant pendant un match, comme un entrepreneur pourrait dire c'est bon, j'ai été performant avec un client. Non, le but c'est d'être performant avec beaucoup de clients et sur une longue durée parce que c'est un travail de longue haleine. Et ce que j'aime bien aussi, c'est quand tu dis finalement dissocier l'estime de soi et le résultat parce qu'on trouve sur le chemin son estime personnelle et pas forcément dans le résultat. Bien sûr qu'on pourra le trouver dans le résultat, mais aussi il y a un processus qui permet d'intégrer cette estime personnelle sur le chemin. Et plus on en a conscience, plus c'est puissant. Et toi, comme ça, ce que tu es en train de mettre en avant aussi, c'est l'impact du niveau mental sur le physique.
Est-ce que toi, tu as vu une vraie différence entre aujourd'hui, quand tu gères un événement comme ça, comme une Coupe du Monde ou autre, à un niveau international, où on peut imaginer les enjeux, la pression à la fois que tu te mets personnellement parce que tu veux bien faire les choses, mais aussi la pression extérieure des équipes qui ont un investissement de temps, d'énergie, d'argent parce qu'ils se sont déplacés. Enfin, il y a énormément d'enjeux aussi à ce niveau-là. Toi, la différence entre aujourd'hui, quand tu utilises la préparation mentale, et avant que tu n'utilisais pas la préparation mentale, quelles sont vraiment les grosses différences et c'est quoi la différence notoire que tu peux nous donner? Alors, déjà, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a deux types de pression. Il y a effectivement la pression du terrain et du match avec les équipes, les coachs, les spectateurs. Ça, c'est quelque chose qu'il faut déjà apprendre à gérer. Mais Mm. il faut avoir en tête aussi que l'attribution des finales dépend de la performance des arbitres sur le terrain. Et donc, ils sont évalués tout au cours de chacun de leurs matchs sur leurs prestations. Et les meilleurs Mm. prennent les meilleurs matchs et les finales. Ah, Donc, d'accord, ok. ça fait déjà une double pression. Ah oui. Tu vois? C'est-à-dire qu'on a d'un côté, et c'est ultra important là au niveau mental, de pouvoir détacher effectivement sa performance sur le terrain pour les joueurs du Mm. résultat. Et que finalement, et ça aussi c'est une chose que j'ai appris à faire hein, avec la puissance mentale, c'est à se détacher du regard du coach pour Mm. apporter aux personnes les plus importantes, c'est-à-dire aux joueurs, et mettre le rôle de l'arbitre, hein, moi, je le considère comme un manager du jeu et pas un garant de la règle ou de l'autorité. Pour moi, c'est Mm. un manager du jeu et c'est à lui de mettre en place les conditions d'un jeu agréable pour tout le monde. Mm. Ça, c'est ultra important. Après, pour revenir sur ta question en termes de mental et lien avec le physique, je pense que c'est l'état d'esprit dans lequel tu vas aborder ça. Et, et avoir juste un sourire quand ça devient difficile, ça change. Mais pour avoir ce sourire, il faut que à l'intérieur, tu aies fait le travail. Ouais. Et Mm. faire le travail, c'est travailler sur qui tu es, ta singularité et pourquoi tu es là. Mm. Voilà. Et donc, vraiment, dans les moments difficiles, juste sourire va te permettre de franchir ce palier-là parce que si tu remets ton focus sur ça fait mal, c'est difficile, tu peux être sûr que ça va devenir encore plus difficile et ça va faire encore plus mal. Et donc, cette capacité à switcher son mindset en se disant, OK, c'est difficile, mais je le fais pour ça ou ça me fait plaisir parce que c'est moi qui ai choisi d'être là, Mm. c'est vraiment un différenciant pour moi entre avant la préparation mentale et après la préparation mentale. Hmm. C'est vrai que comme ça, quand tu le dis, ça paraît tellement simple. Tu dis, bah oui, il suffit de sourire en fait. Sauf que quand tu ressens la pression, quand tu te la mets toi-même vis-à-vis de toi, comme tu dis, en tant que, bah voilà, si j'arbitre bien, je vais avoir accès à des compétitions qui sont vraiment intéressantes. Donc, tu as ton élévation personnelle et puis tu as aussi un impact sur le groupe. Donc, effectivement, tout ça, ça demande un travail en amont. Ça demande aussi un travail sur soi pendant et ça demande un travail aussi entre chaque compétition pour pouvoir, comme tu le disais à juste titre, se régénérer, etc. J'aime bien quand tu dis, c'est finalement un arbitre, c'est un manager du jeu, c'est à lui d'établir les conditions agréables pour que tout le monde vive en quelque sorte une belle expérience. Et là, ça me permet de switcher aussi sur finalement ta casquette professionnelle. Aujourd'hui, tu es manager dans un grand groupe. En quoi la préparation mentale, elle t'aide, toi, dans ton quotidien de manager, Sylvain? Aujourd'hui, et je pense que depuis que je suis passé par la préparation mentale, j'ai une approche différente des réunions sous pression avec le top Mm. management. C'est-à-dire que ma posture de manager a totalement été transformée par mon approche de ces choses-là. Et c'est-à-dire que j'amène finalement la même euh, discipline de préparation et de planification dans mon rôle de manager que ce que j'ai pu l'amener dans mon sport. Et, et un truc tout con, hein, c'est juste se poser et prendre le temps de quel manager je veux être. Mm. C'est des choses que moi j'amène. Je fais énormément de ponts entre la pratique sportive et la pratique professionnelle parce que le monde a besoin de s'inspirer de ces postures de manager et pour sortir finalement de ces postures où on était vraiment dans des coachs sportifs, techniques, physiques, Mm.
mais à amener du professionnalisme, du manager et de la gestion en entreprise dans le sport et inversement, tout ce qui est sur la fixation des objectifs, la planification des saisons et la planification de sa carrière, en fait, on va vraiment retrouver des liens. Et vraiment, moi, aujourd'hui, ce qui fait ma différence, c'est dans ma capacité à faire grandir mes équipes. Hmm. Et ça, leur amener cette dimension mentale je dois préparer une intervention en COMEX. C'est pas simple, hein, préparer une intervention en COMEX, hein. Il y en a beaucoup qui perdent leurs moyens, qui Pour n'ont ceux qui pas ne cette connaissent pas le capacité COMEX, à tu dirais que c'est être quoi? prêt pour ça. Ah, c'est les comités exécutifs des grands groupes, avec Hmm. le directeur général, ses adjoints et tous les grands directeurs. En fait, c'est vraiment l'endroit où se prennent les décisions. Hmm. Et donc, effectivement, la préparation mentale m'aide à la fois dans l'accompagnement de mes équipes pour que, quand elles ont des échéances importantes, elles puissent y accéder de manière fluide et sereine. Et puis, cette préparation des temps forts qu'on peut avoir dans l'entreprise, quoi. Hmm. Donc finalement, si je comprends bien, là, toi, dans ton quotidien, ce qui t'aide vraiment avec la préparation mentale, la méthode puissance mentale, c'est ça t'aide à travailler sur ta posture de leader, qui est à la fois un leader inspirant, parce que l'idée, c'est de- d'accrocher aussi les personnes à ton message, que les personnes soient impactées par ce que tu dis, et c'est aussi cette possibilité à structurer l'accompagnement des équipes, c'est ça? Donc savoir quel objectif on se Oui, fixe, comment je vais m'adapter à telle personnalité, comment je vais faire en sorte de déployer le potentiel de la personne qui est face à moi. Finalement, c'est ce rôle de coach en préparation mentale, tu l'utilises peut-être de façon informelle, pas sur une séance formelle avec la personne où tu lui dis, bah tiens, on va faire une séance ensemble, mais rien que dans ta communication, dans ta façon d'être, ça change tout, c'est ça? ouais, en fait, je le fais aux deux niveaux. C'est-à-dire que, effectivement, mon entreprise a reconnu mon expertise de coach en préparation mentale et m'a confié l'accompagnement de certains managers en développement. Et puis, moi, je le fais effectivement aussi de manière informelle auprès de mes équipes et des personnes avec qui je travaille au quotidien pour les embarquer dans ce chemin-là, quoi. Ça, je trouve ça super passionnant ce que tu es en train de nous dire parce que finalement, on est en train de voir que les entreprises se rendent compte à quel point un coach en préparation mentale peut être un levier transformationnel de leurs équipes. Et là, donc, tu es reconnu aussi par ta compétence. Et du coup, toi, ça te permet aussi d'avoir un rôle complémentaire à celui de manager, même si tu restes évidemment le manager, mais en tout cas, ça donne une autre casquette. Est-ce que tu peux comme ça nous dire quelles ont été peut-être les étapes pour être reconnu dans ton entreprise, ou est-ce que c'est quelque chose qui est plutôt confidentiel et que tu ne veux pas partager? Non, non, pas du tout. Mais en fait, c'est venu naturellement. C'est venu naturellement parce que moi, j'ai pas de difficulté à faire grandir les gens autour de moi, que ça soit en dessous, au même niveau ou au-dessus. Et donc, à un moment donné, ma chef, elle a bénéficié finalement de ma façon d'être et ma Hmm, façon d'interagir et d'animer. Et elle a trouvé cette approche intéressante. Et donc bon, elle est très ouverte d'esprit aussi et hmm, très au fait de ces choses-là. Et m'a demandé pour, alors effectivement, au sein de l'équipe, continuer à le faire à vraiment encourager à continuer à le faire et à proposer à certaines personnes qu'elle avait sous elle de hmm, partir avec moi en coaching. hmm. Petit détail important, hein, toujours revalider, surtout quand ça vient de la hiérarchie ou des choses comme ça, que la personne, elle est OK pour partir Ouais. avec vous. Hmm, Tu insistes beaucoup là-dessus, mais c'est vraiment important qu'il y ait cette volonté et cette attente des deux côtés. Le coach et le coaché doivent se retrouver et avoir cet espace de confiance au départ. Il y a vraiment cette entente tripartite entre toi et le coaché, toi et la direction, et aussi la direction avec le coaché. Enfin, il y a vraiment cette entente qui est à différents niveaux et qui est important aussi de clarifier pour que tout le monde soit OK avec ça. Ce que j'aime bien, c'est quand tu dis, la personne qui était au-dessus de toi, elle a vu comment tu étais.
Et avant de proposer, tiens, j'ai tel service, c'est le fait d'incarner ce rôle de leader. Parce que toi, moi, pour te connaître, Sylvain, tu es un gars qui a un grand cœur, tu es quelqu'un qui est ultra généreux, qui est toujours là pour les autres. Et rien qu'en étant comme ça, tu as prouvé indirectement tes compétences de coach en préparation mentale. Et forcément, la personne, elle a dit, tiens, ça m'intéresserait qu'on aille un peu plus loin pour que tu puisses aider un peu nos équipes. Donc ça, je trouve ça vraiment très précieux. Euh, je sais que ton temps est compté et là, voilà, je vois le temps qui défile. En tout cas, merci beaucoup déjà pour toutes ces pépites que tu nous partages, Sylvain. Comme ça, si tu avais quelqu'un qui aujourd'hui est peut-être un entrepreneur, un athlète de haut niveau, un coach d'athlète de haut niveau, un manager, peu importe, ou une personne en reconversion, et qui se dit, tiens, j'irais bien dans le coaching, dans la préparation mentale. Qu'est-ce que tu lui dirais, toi, comme ça? Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil qui vient du cœur, comme ça? Fonce. Euh, Franchement, c'est non seulement une transformation de ton avenir, mais de toi-même. Et Hmm. si tu le sens au fond de toi avec tes tripes, bah, vis ton rêve. Toi, je partageais assez récemment là, sur les réseaux sociaux que ce qui faisait la différence entre les plus grands et les grands, c'est qu'ils se sont autorisés à arriver encore plus grands. Eh Hmm. ben, si tu en as envie et que tu le ressens, euh, fonce, ne te limite pas. Il faut vraiment y aller. C'est une transformation de soi-même d'abord qui va rejaillir sur ton entourage au quotidien et les personnes que tu vas pouvoir accompagner. Hmm. J'adore ce que tu dis parce que ça me rappelle comme ça un repas de famille où j'étais avec mon père et puis mes enfants, Betty, ma femme que tu connais aussi. On était à table comme ça et je dis à mon père, tiens papa, toi qui as maintenant plus de 60 ans, qu'est-ce que tu pourrais dire à mes enfants comme ça qui sont là, tu sais, de façon formelle, pas juste par des petits mots comme ça, de façon formelle, qu'est-ce que tu pourrais leur dire qui puissent garder gravé comme ça dans leur cœur pour toute leur vie. Et il m'a dit, fonce, foncez les gars. C'est exactement la même chose que tu viens de dire, donc j'adore. Donc merci Sylvain. Je pense pas que tu sois de connivence avec mon père, qui je pense en plus va écouter cet enregistrement. Mais c'est un principe qui est pour moi fondamental, effectivement, d'aller en direction de ses rêves. Et avant de terminer comme ça, Sylvain, quel impact ça a eu, toi, cette préparation mentale, donc toute cette évolution personnelle, professionnelle que tu as pu vivre sur la dimension personnelle? Est-ce que tu pourrais comme ça nous en dire quelques mots? Est-ce que ça a changé ou Ouais, pas du tout? je pense que non, non, si, au quotidien, je sens que dans la capacité à affronter la vie et les obstacles qu'elle peut mettre en face de toi, c'est une arme absolue. Parce Hmm, que des obstacles, on sait tous qu'on en aura. Mais ce qui va faire la différence à la fin, c'est comment on va réagir et qu'est-ce qu'on va mettre en place autour de ces obstacles-là. Soit on décide de se le prendre, soit on décide de soit passer au-dessus, soit passer à côté, soit le casser. Et, et vraiment, je pense que le message de la préparation mentale, c'est ça. C'est quels que soient les obstacles qui vont se placer devant toi dans la vie du quotidien, tu as la capacité pour mettre en place et prendre des actions pour le dépasser. hmm. J'adore ça parce que c'est ce que tu dis et j'ai envie aussi d'amplifier tes propos parce que des obstacles, on va tous en avoir, on en a tous à des échelles différentes. Mais au-delà de ce que tu vas faire face à ces obstacles, c'est qui tu vas être, quelle personne tu vas être à ce moment-là. Et parce que les gens vont autant regarder ce que tu fais, mais peut-être ils vont regarder encore plus qui tu es dans ces moments-là. Est-ce que tu réussis à garder le cap? Est-ce que tu réussis à prendre des décisions sous pression? Est-ce que tu parviens à avoir une bonne communication en situation de crise? Donc ça, c'est vraiment très puissant. Ouais. Comme ça, Sylvain, si les gens veulent te retrouver, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver sur peut-être Alors tu vas me dire partout, sur tous les réseaux sociaux, mais peut-être un en priorité et peut-être un site internet aussi, si tu as. Ouais, alors j'ai effectivement, aujourd'hui, je suis plutôt en train de favoriser le volet Instagram. Ok. Et après, j'ai un site internet et vous me retrouvez sous compétiteurhumain.com parce que Hmm. j'ai décidé de remettre l'humain derrière le sportif et la performance et pour rendre une performance beaucoup plus humaine
sortir du faire, faire, faire et du être. Donc, Hmm. compétiteurhumain.com, sinon Instagram, LinkedIn et Facebook aussi, mais aujourd'hui, je suis vraiment plus actif sur Instagram. Ok, super. Bon, en tout cas, merci beaucoup Sylvain pour nous avoir partagé de ton temps comme ça. Et d'ailleurs, tu t'avais juste dit une petite précision. Tu avais dit que tu étais à environ une centaine de matchs quand on s'était rencontrés. Aujourd'hui, tu es à combien? T'en as fait combien de plus? Juste par curiosité. Aujourd'hui, je suis à 178 matchs internationaux. Ah oui, d'accord. Je croyais que tu allais me dire 102, 103. Mais non, 178. Boum! Ça envoie. Excellent. Ah non, et effectivement, j'ai eu l'opportunité d'arbitrer 6 grandes finales européennes et j'ai fait une grande finale en Coupe du Monde et 3 petites finales en Coupe du Monde aussi. Donc, Ouais, effectivement, il y énorme. a un gros investissement personnel sur tous ces sujets-là, mais tu les connais bien dans des sports qui sont ultra confidentiels. Si tu Hmm. as vécu ça aussi de ton C'est ça. côté, je le sais. Absolument, absolument. En tout cas, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui, Sylvain, avec cette dimension vraiment, si on pouvait retenir comme ça quelque chose par rapport au-delà de toutes les pépites que tu nous as partagées, mais mettre l'humain, que ça soit dans le monde du sport de haut niveau, mettre l'humain dans les entreprises via des managers ou même au niveau plus bas ou plus haut, peu importe, mais en tout cas, c'est remettre l'humain, et toi, ça, tu portes bien ça parce que c'est le compétiteur humain, j'adore ça, parce que c'est à la fois allier la performance avec le bien-être et aussi donner du sens à tout ça. C'est vraiment, nous, des messages forts que l'on a au sein de l'Académie de puissance mentale. Donc, merci pour tout ça, Sylvain. Et si vous aussi, vous souhaitez vous former comme Sylvain au coaching en préparation mentale, n'hésitez pas à venir nous voir au sein de l'Académie de puissance mentale. Les portes sont actuellement ouvertes au sein de enfin, au moment où j'enregistre en tout cas cet échange avec Sylvain. Évidemment, si vous souhaitez aussi vous être accompagné, n'hésitez pas à aller voir Sylvain. C'est quelqu'un comme vous l'avez pu le sentir, de très humain, qui a une belle expertise, une belle expérience. Bref, la team puissance mentale, il y a nécessairement beaucoup de gens bien, donc dont tu fais partie, Sylvain, et merci encore une fois pour ta présence. Euh, pour vous, chers auditeurs, on se retrouve évidemment dans un autre épisode la semaine prochaine. Et d'ici là, prenez soin de vous et surtout, demandez-vous comment vous allez appliquer toutes les pépites qu'aujourd'hui Sylvain Charras nous a partagées. Prenez soin de vous. Bye tout le monde. Salut Sylvain. Salut!